Bon, visiblement, il y a des transats qui sont partis depuis 2 3 jours, qui se sont posés en Roumanie. On a nos chasseurs alpins qui sont dans une base militaire au centre de la Roumanie, par là, on va dire. Hein, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment de voir qu'il y a la no-fly zone, hein, c'est visible, de flight radar. On va parler un petit peu encore des événements. On voit clairement, hein. Les seuls avions qui s'aventurent, c'est des avions d'Aeroflot, typiquement. Ça c'est quoi? C'est Al Rosa. Enfin voilà, il y a voilà, ça c'est un avion d'Aeroflot. Voilà, c'est les seuls fous hein, qui s'autorisent à traverser. On voit clairement qu'il y a une no-fly zone. Donc la no-fly zone, vous n'êtes pas obligé de la respecter, mais là on voit clairement que les avions sont déroutés en dehors de Belarus, de l'Ukraine, puisqu'on sait que il y a des systèmes anti-missiles, enfin anti-aériens, des SAM et de la défense aérienne, hein. Et voilà, hein, la plupart des avions. Donc il y a quelques jours, on va parler un petit peu de Flight Radar, hein. Flight Radar est tombé, carrément, il y a eu un déni de service, mais à cause des gens. Vous savez que c'est un outil très populaire qui permet de surveiller les vols aériens en temps réel, notamment les vols commerciaux, le fret, les vols de rapatriement et les avions militaires. Sauf que les avions militaires, ils peuvent désactiver leur transpondeur, hein. Alors on va parler un petit peu comment fonctionne un radar, hein. Je vais pas non plus vous donner des cours, mais on va revoir les bases, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Donc le trafic a explosé hein, suite à la guerre, malheureusement les gens sont curieux, ça une curiosité morbide, j'ai envie de dire, et le site a eu un trafic de 10 à 20 fois supérieur à la normale du fait de l'actualité internationale. Donc il y a eu un déni de service, hein, vraiment, mais pas une attaque. Mais c'est juste que les gens en fait regardaient l'espace aérien ukrainien et la Russie. Alors on voyait les drones. Ce qui est marrant, c'est que 2 jours plus tard, en fait, tant l'équipement militaire euh, de l'OTAN que celui du pacte de Varsovie, enfin le pacte de Varsovie n'existe plus, mais des Russes, ils ont coupé tous leurs transpondeurs. Donc voilà, on voit plus les avions militaires, mais avant on pouvait les voir. Ils ont coupé leurs transpondeurs. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment comment être furtif sur un théâtre d'opération, hein, ce que ne peuvent pas faire les avions civils. On va parler un peu radar primaire, radar secondaire pour mieux comprendre comment ça fonctionne et puis comment ça se fait que en temps réel on peut voir les avions. Donc déjà, si on doit parler un peu de flight radar, on a, si vous voulez, différents types de détection, hein. On a le terrestrial, ADS-B, on a via satellite, hein, donc on a les stations bases, comme on les appelle. Hein, on voit qu'on en a un paquet au niveau du globe. Là, il y a 226 satellites. On a le MLAT, on a le radar, l'OGN Flarm. Donc tout ça, c'est des techniques, si vous voulez, qui sont différentes, hein, qui vont permettre tout simplement de détecter différents types d'appareils, hein. Donc on a l'ADS-B, hein, qui est basé sur le GPS. On a celui spatial, donc c'est le même système ADS-B, mais plutôt que quoi, que la balise GPS de l'avion soit récupérée par une station base au sol, elle est récupérée par un satellite dans l'espace. On a du MLAT, comme je vous le disais, hein, qui est basé aussi une technologie qu'on utilise beaucoup dans les avions civils. On a l'OGM Flarm, hein, qui est une autre technologie qu'on retrouve sur des plus petits avions généralement, hein. Donc des avions monomoteurs, des hélicoptères, et même parfois comment on appelle ça, des planeurs, gliders. D'accord. Et ensuite, on a des radars aussi, hein. On a une couverture au niveau de. Donc là, on est en Europe, mais on a la couverture aussi officielle US-Canada, hein, du système de défense, mais qui a aussi, comment dire, des capacités et qui rend des services au monde civil. D'accord. Donc ça, c'est géré par le NORAD. Donc voilà, hein, voilà comment ça marche grosso modo. On a un radar primaire, radar secondaire. Alors vous allez me dire quelle est la différence. Alors, le radar primaire, en fait, c'est ce qu'on appelle le Primary Surveillance Radar. Un PSR en anglais, c'est un capteur radar classique qui va illuminer une large portion d'espace avec une onde électromagnétique, qui reçoit en retour les ondes réfléchies par les cibles se trouvant dans cet espace. Donc on appelle ça la SER, hein, la surface équivalente radar, tout matériel, qui soit de guerre, militaire
ou civil réfléchit des ondes. Hein. Même votre voiture réfléchit des ondes. Donc les radars, on peut les utiliser au sol, on peut les utiliser dans les airs. D'accord? Donc là, le radar, bien sûr, il va balayer les airs. Mais pour que ça puisse fonctionner, vous allez voir qu'on a besoin de ce qu'on appelle un transpondeur. Je vais développer. Donc le radar, grosso modo, un système radar, ça va détecter et localiser des cibles potentiellement non coopératives. Hein. Parfois, ça c'est les radars, c'est le but des radars militaires. Hein. Il est spécifique au domaine du contrôle aérien où on oppose le radar secondaire qui reçoit des informations supplémentaires du transpondeur de la cible. Donc techniquement, on a des radars primaires qui sont généralement militaires, très puissants, et des radars secondaires qui sont utilisés dans les aéroports. Mais quand même, dans les aéroports, la plupart des aéroports sont aussi également équipés de radars primaires, d'accord? Donc c'est la conjonction des deux. Mais si vous voulez, le radar secondaire, c'est basé sur le transpondeur, on va voir ça un petit peu, et les avions militaires sont capables de modifier leur code transpondeur. Hein, c'est une console qui est présente dans n'importe quel avion militaire, avion de chasse, et qui va permettre de régler la fréquence du transpondeur. Hein, le transpondeur émet sur une certaine bande du spectre électromagnétique et va permettre de communiquer avec le fameux radar secondaire. Donc les avions militaires, ils sont pas obligés. Ils peuvent voler sans transpondeur. Hein, c'est autorisé dans le monde militaire. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est les radars secondaires qui n'arrivent plus techniquement ni à capturer la détection, enfin, à capter la détection et les vols de l'OTAN, ni ceux de la Russie. Ok? Ça veut dire que l'ensemble des belligérants sur zone ont désactivé leur transpondeur. Et là, vous le voyez, c'est une première technique pour être totalement furtif. Donc, comment on peut les détecter maintenant? Ben, on peut les détecter naturellement avec, on a le canal 16 hein, dans l'OTAN qui permet de communiquer des informations. Voyez-le comme un immense Internet dédié au monde militaire qui fonctionne en gigabits et qui permet de relier l'ensemble des belligérants, l'ensemble des unités, que ça soit au sol, sur les mers, dans les airs, et de communiquer des informations. Typiquement, on va avoir des gros avions qu'on appelle AWACS, hein, qui font de la veille et de la détection, qui vont pouvoir communiquer des informations par l'intercommunication, en fait, hein, entre les différents avions. Ils vont pouvoir échanger des informations hein, pour pouvoir soit lancer une attaque, soit pour pouvoir cartographier. Hein. Donc, vous savez que maintenant, un avion de chasse, quatrième génération, cinquième génération, c'est plus qu'un avion. C'est un ordinateur qui vole. Et cet ordinateur peut communiquer avec d'autres ordinateurs. Donc, ça permet d'accroître la portée des radars, des détecteurs. On a ce qu'on appelle de l'optronique. Hein, on a des capteurs frontaux ou pas. Des fois, il y en a un peu partout autour de l'avion qui vont permettre de détecter des sources de chaleur, même à plusieurs centaines de kilomètres. Hein. Ça permet notamment d'envoyer des missiles guidés par infrarouge sans activer le radar. À partir du moment où vous activez votre radar dans un avion de chasse, vous n'êtes plus furtif. Donc là, ça permet de lancer des attaques. Hein. Je vous parle un peu de tout ça parce que voilà comment ça se passe. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, visiblement, ils ont coupé leur transpondeur. Ils ont coupé leur transpondeur, on ne peut plus les détecter. Donc le radar, c'est ce principe. Hein. On a les radars militaires qui n'ont pas besoin du transpondeur et on a les radars secondaires civils qui, eux, ont besoin du transpondeur. Ok? Donc le transpondeur, à l'inverse, hein, il va être calé sur une certaine fréquence et c'est grâce à cette fréquence que quoi? Eh ben, qu'on peut récupérer toutes les métadonnées, les informations. Hein, on a les codes transpondeurs et à partir du code transpondeur, on va récupérer en plus du signal radar plein d'informations hein, au niveau de la géolocalisation, parfois l'altitude du GPS, en tout cas son altitude, sa vitesse sol, hein, et d'autres informations. Alors, généralement, on utilise plusieurs sources. Hein, on va utiliser le transpondeur, on va utiliser les radars, on va également utiliser les satellites. Hein, puisque la plupart des avions, en tout cas des vols commerciaux, ont également des systèmes satellites pour communiquer, pour faire de la maintenance. Hein. On a les paramètres de vol qui sont envoyés aux stations, notamment chez Boeing par exemple, ou chez Airbus, chez les fabricants également des moteurs. Hein. Donc par exemple la Snecma en France, ou Rolls-Royce, pour
avoir en temps réel en fait la consommation des moteurs et éventuellement des problèmes, des pannes, et ça permet via un système automatisé de corriger les défauts de l'avion une fois qu'il a atterri. On va s'occuper de la maintenance, et la maintenance maintenant, alors dans le secteur militaire, elle est même automatisée par de l'intelligence artificielle. Donc les algorithmes vont réfléchir à quelle pièce va s'user le plus vite, quelle maintenance il faut faire, quelle réparation en priorité il faut faire pour que ça coûte le moins d'argent et que ça se fasse le plus vite. Et le but, c'est d'avoir bah, des unités qui soient opérationnelles le plus longtemps possible, hein. Et pour un avionneur, pour une compagnie aérienne, eh ben, ça va permettre d'accroître les profits, puisqu'un avion qui est au sol, c'est des millions euh, de pertes, hein. Chaque heure, un avion au sol coûte des millions, vraiment, réellement. C'est pour ça qu'on fait, parfois même, vous l'avez vu dans les journaux, on parle d'avions fantômes pour pouvoir maintenir, hein, les créneaux et les places qui sont très demandées au niveau des compagnies aériennes pour avoir les meilleurs couloirs aériens, faire le moins d'escales, dépenser le moins de pétrole, d'essence, hein, et donc voilà, il y a encore des contraintes économiques et tout ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, on voit que bah ça y est, hein, c'est vraiment on n'a plus aucun vol, alors que bah, il y a encore quelques jours, on pouvait accéder à des drones, hein, américains. Et puis après, ils se sont rendus compte que bah, les petits civils commençaient à faire des choses qui peut-être pouvaient bah, gêner les opérations. Donc ils se sont dit, on va couper les transpondeurs. Mais hein, il y a quelques jours, voilà. Donc ça, c'est bah, un des derniers drones de Northrop Grumman, hein, le Global Hawk. Et vous voyez qu'on avait totalement son plan de vol, hein. Visiblement, il a fait une phase de reconnaissance et il est reparti. Il est opéré à partir de la Croatie, de la Roumanie. Vous savez qu'il y a des bases de l'OTAN, notamment de l'US Air Force. Et donc, je pense qu'ils sont partis faire de la reconnaissance, hein, pas très loin de Kiev. Bref, on voit très bien, hein, les couloirs qu'il a empruntés, le circuit aérien qu'il a utilisé. Donc vous voyez, en rouge, on avait parfois des vols militaires. Là, c'est plus le cas. Ils ont tous compé leur transpondeur. Donc, on voit bien, hein, que l'espace aérien, on a des infrastructures critiques, on a des aéroports, sont exposés à des activités militaires, ce qui entraîne bah, aussi des risques de sécurité pour les aéronefs civils. Donc, on a décidé de rerouter, de faire cette fameuse no-fly zone, hein. On a ce qu'on appelle des bulletins d'information de zone de conflit, qu'on appelle CZIB, et on a l'agence européenne de la sécurité aérienne, hein, l'AESA, qui a classé l'espace aérien ukrainien dans la catégorie des zones de conflit. Donc, dès que c'est une zone de conflit, on fait un périmètre et on fait ce qu'on appelle une no-fly zone. D'accord? Donc, ça va être restreint, l'espace aérien est restreint. Je vous rappellerai que dans l'ancien conflit de l'Ukraine, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce vol de Malaysia Airlines qui était parti de Hollande, des Pays-Bas, et qui avait été descendu par la DCA. Donc on n'a pas envie que ça se reproduise, naturellement, hein. Et vous savez que lors d'un conflit, bah, déjà les tirs fratricides sont pas rares. Et bah, un civil, c'est encore plus dangereux. Un avion civil n'a pas d'équipement, n'a pas de nacelle de guerre électronique, hein, de brouillage, n'a pas également de chaff ou de flair, hein. Vous savez que, ou pas, grosso modo, on va envoyer des flares, c'est des fusées au phosphore, hein, qui vont brûler à plusieurs milliers de degrés, qui vont permettre de détourner l'attention des missiles autodirecteurs qui sont guidés sur les tuyères de l'avion, hein, qui est ciblé. Généralement, les missiles se dirigent vers le point de chaleur le plus chaud, et vous savez que c'est la sortie des réacteurs pour un jet, pour un chasseur. Et on a ce qu'on appelle des chaffs. Les chaffs, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. En fait, ça fait partie également de la guerre électronique. On va envoyer des petites palettes d'aluminium, des centaines, voire des milliers, et ça va permettre de saturer une zone, d'éviter des missiles qui sont guidés cette fois-ci par radar, hein. C'est la différence entre Fox 1, Fox 2, Fox 3 dans l'armée de l'air, hein. Donc on a des autodirecteurs infrarouges, on a également des autodirecteurs radar.
On a des radars passifs, on a des radars actifs, on a des missiles à radar semi-actif. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ça permet d'éviter les missiles. Vous savez que quand vous prenez l'avion, dans un avion civil, lui, il n'a pas accès à toutes ces technologies qui sont réservées euh, aux militaires et qui permettent d'éviter un missile. Si vous envoyez un missile sur un long courrier ou un moyen courrier, vous savez qu'il a aucune chance de s'en sortir. À moins que le missile soit défaillant. Et heureusement, ça sauve la vie de l'équipage et des passagers à bord. Mais très souvent, un missile qui est envoyé sur un avion civil, vous avez 99% de chances de le détruire. Hein, à l'inverse des avions militaires qui peuvent faire des virages à haut facteur de charge, utiliser la guerre électronique, utiliser leur brouillard, utiliser leur chaff, leur flair pour éviter ces missiles. Donc voilà, premier effet de bord, c'était vous parler de Flight Radar, hein, qui a pris du plomb dans l'aile et qui a été complètement couché. Et puis aussi, c'est assez marrant de voir que suite à ça, tout de suite, côté russe et côté OTAN, ils se sont dit, oula, allez, on désactive les transpondeurs. Donc voilà, c'est une stratégie. Quand vous êtes dans la chasse, vous pouvez couper votre transpondeur pour être invisible au radar euh, civil. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Pas besoin d'être un avion furtif. Ensuite, on peut faire des petites saloperies comme se caler sur un code transpondeur, hein, et voler sous l'avion. Hein, typiquement, là, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, on va se caler sur le code transpondeur AFL 1183. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, typiquement, on fait ça en binôme. On va aller sous l'avion. Hein. Alors, il y a des turbulences de sillage. Attention, quand vous êtes derrière un avion, juste en dessous, en gros, vous allez faire comme ça, quoi. Hein, vous allez avoir euh, de très forts trous d'air. Hein. Donc, on essaye de se caler plutôt à peu près en dessous de l'avion. Hein, comme ça, on n'a pas ce qu'on appelle les turbulences de sillage. Et vous allez vous caler avec votre transpondeur militaire sur, hein, notre AFL 1183. Et comme vous volez très près de l'avion, l'avion naturellement est beaucoup plus gros, il va avoir une surface équivalente radar beaucoup plus grande, ce qui fait que vous êtes totalement furtif. Vous n'avez pas besoin d'avoir un avion furtif. Vous allez vous caler en dessous, toutes les ondes radar vont être quoi? Vont être absorbées par l'avion qui est plus gros que vous. Hein, vous êtes en dessous, donc vous êtes totalement furtif. Et quand bien même les radars secondaires civils vont quoi? Vont essayer de capter les codes transpondeurs. Hein. Ah, vous voyez que là, s'il fait un virage comme ça, c'est bizarre. Il a l'air bizarre. Hein. Je suis même pas sûr. Hein. Ça se trouve, c'est un avion militaire qui a pris un code Aéroflot. Il a l'air bizarre. Comment il évolue pour un avion civil. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de visu. Mais c'est marrant comment il évolue. Donc bref, ce que je vous disais, c'est que deux avions de chasse en dessous d'un gros civil, ils vont se caler sur le code transpondeur et tous les radars secondaires, quand bien même ils scannent les deux avions, ils vont voir quoi? Ils vont voir trois codes transpondeurs qui sont identiques. Donc on va berner les radars secondaires civils et eux, ils vont voir quoi? Ils vont voir le gros avion, l'aéroflotte. Ils verront pas les deux chasseurs qui sont en train de voler tranquillement sous l'avion et qui vont pouvoir pénétrer un territoire ennemi au plus profond sans être détecté. Hein. On a plusieurs techniques. Soit on s'infiltre à très haute altitude, soit on s'infiltre grâce à des avions commerciaux, soit on s'infiltre à très basse altitude, à faible vitesse ou à très forte vitesse. C'est ce qu'on appelle le vol tactique dans l'armée. Donc voilà, je m'arrêterai là. J'ai pas envie de parler pendant une heure, mais voilà, on parle de l'Ukraine. Eh ben ouais, un des effets de bord, ça a été Flight Radar, qui était complètement à l'ouest. Donc on va laisser notre aéroflotte. Hein, je sais pas où c'est qu'il va. Il retourne à Moscou. Ouais, je crois qu'il fait l'aller-retour Moscou. D'accord. Donc voilà. Mais typiquement, vous voyez, ça pourrait être un excellent moyen. Pourquoi? Bah pour se servir, hein, des vols d'aéroflotte pour pouvoir pénétrer l'espace aérien ukrainien sans être détecté. Voilà. C'est des techniques de guerre et de guerre électronique. Voilà. Je vous en dirai pas plus. De toute façon, tout ce que je vous dis, hein, c'est en open source.